Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième et dernier panneau de la session, le sujet étant P et nature. Je suis Yvan Feu, professeur du cours P365. J'aimerais remercier Christian Paul pour la vidéographie et Karen qui fait notre technique en haut. Merci beaucoup Karen et je vous remercie à vous d'être ici. Nos présentateurs aujourd'hui vont être Diana Rice, Simon Berbé et Julie Filiatro. Diana Rice, c'est une maîtrise en sciences religieuses. Elle était notre directrice du Centre de la paix ici à Dawson et elle a commencé le programme de déjeuner gratuit pour les étudiants à Dawson. Sa présentation aujourd'hui sera sur le développement durable, la justice sociale ou la manière dont nous concevons de la connaissance, sa production et l'autorité dans le contexte du monde naturel. Diana va nous expliquer ça d'une meilleure façon une fois qu'elle commence cette présentation. Après ça, Simon Bérubé, qui est un gradué de Dawson et un gradué de ce cours. Alors, il était un membre de Peace 365 dans le temps que le cours se donnait en anglais. Il a fait son bac en droit, il a fait un autre bac en environnement et il s'apprête à faire l'Amérique du Nord jusqu'à Tierra del Fuego en vélo. Alors, et il joue la musique, un mec très, très, très intéressant. Et Simon va faire sa présentation, va être sur l'éco-anxiété en général. Et voyons voir. Julie, il y a eu un feu dans le métro. Julie est en direction, elle a pris un Uber et Julie Filiatro. Julie enseigne l'éco-éducation par la nature depuis plus de 15 ans. Elle est fondatrice de la Mère Nature et de la pédagogie de la Terre, une approche permaculturelle, radicale et sensible qui participe à soigner, réconcilier et réenchanter nos liens au vivant et à la nature, mais aussi en nous et avec les autres. Elle accompagne sur le terrain et en ligne les adultes qui souhaitent renouer avec la nature et leur nature afin de devenir des acteurs écologiques de changement dans leur propre vie, mais aussi dans ce monde en transformation. Sa présentation aujourd'hui sera sur l'écologie cosmique et sensibilité profonde au service de la paix. On va commencer avec Diana et je vous invite à lui donner une belle main d'applaudissement. Merci. Bon, si on se parle aujourd'hui, et je voulais te parler aujourd'hui avec penser des sciences et aussi comment on peut faire critique ou on peut penser différemment, comment on se regarder au monde, le monde scientifique, le monde autour de nous, la nature, et comment on peut intégrer l'information des récits là-dedans. Donc, si toutes les formes de vie ne percevoir pas le ciel comme était bleu, peut-on vraiment dire que la question pourquoi le ciel est bleu est objective? Alors, est-ce qu'elle repose sur notre perception? Elle vient façonnée par notre adaptation évolutive. En réalité, cette question est déjà subjective puisqu'elle présuppose que le ciel est bleu et bien bleu, simplement parce que nous le percevons ainsi. Elle est centrée sur une expérience strictement humaine. On pourrait même dire qu'il s'agit d'une question qui relève à la fois de la biologie et de la philosophie. Si la couleur de l'assiette dépend sur la perception, peut-on affirmer que le ciel bleu correspond à une réalité authentique? Si cette perception est conditionnée par l'évolution des espèces, donc contingente, le ciel est-il réellement bleu? Certes, on peut reformuler la question en demandant pourquoi percevons-nous le ciel comme était bleu? Même aussi, il s'agit encore d'une question ancrée dans l'expérience humaine, donc subjective. Il ne s'agit pas de dire qu'il existe aucun moyen d'attendre de certaines formes d'objectivité. Toutefois, il est essentiel de ne pas tenir pour acquis que toutes les questions que nous posons sont objectives. Peu importe la rigueur des méthodes utilisées pour y répondre, ces questions émergent toujours d'un esprit humain, un esprit qui comprend le monde à partir de ses propres perceptions et expériences. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à la manière de découvrir des connaissances fiables sur le monde naturel et le cosmos,
Nous devrons garder à l'esprit que, comme êtres humains, nous ne pouvons pas être entièrement objectifs. Cette idée peut sembler radicale, mais elle nous permet de dépasser de nos propres biais culturels et d'ouvrir la voie de des autres façons d'apprendre et de comprendre. Donc, prenons par exemple le récit des trois sœurs. C'est une histoire haudenosaunee. C'est inscrit dans le récit des créations le plus large mettant en scène de la fin de la ciel, présente dans les nombreuses nations autochtones de ce territoire. On retrouve ces variantes de ces récits, les récits des trois sœurs ou de Femme du ciel, dans les cultures autochtones d'Amérique du Sud, Amérique centrale et Amérique du Nord, à l'exception des régions les plus septentrionales où les contraintes agricoles liées à la toundra limitaient leur présence. Ces récits varient non seulement d'une nation à l'autre, mais aussi d'un conteur à l'autre. Il existe également plusieurs versions adaptées, différentes, publiques et contextes. Une version est souvent racontée aux enfants, tandis que les adolescents et les adultes entendent des versions plus longues, nuancées et riches et enseignantes. Ces récits offrent des indices anthropologiques sur la manière dont la nourriture, ou plus précisément les graines et les plantes qui soutiennent l'alimentation humaine, est déplacée à travers l'hémisphère occidental. Ils évoquent aussi les migrations des animaux et des humains. Au-delà des vents et des eaux, des graines auraient voyagé avec eux au fil de leur progression vers le nord. Ces récits de création ne se limitent pas à l'expliquer comment un peuple conçoit ses origines. Ils relèvent également des fondements philosophiques essentiels d'une culture. On y trouve à la fois une épistémologie et une cosmologie, des manières de comprendre le monde et de lui donner du sens. Pour de nombreux peuples autochtones des Amériques, c'est le lieu, la terre, qui constitue le point central. Le lieu devient ainsi la position théorique à partir de laquelle tout émerge. Dans de nombreuses nations autochtones d'Amérique du Nord, l'espace et le temps sont interdépendants et voire indissociables. Bien avant que les sciences écologiques occidentales ne reconnaissent des interconnexions profondes entre les organismes et les systèmes vivants. Par exemple, ces savoirs des Autochtones comprenaient déjà l'existence des réseaux mycéliens de formes complexes de communication et des symbioses profondément enracinées dans la nature. Ou le fait que les oiseaux peuvent interpréter les vents et les conditions climatiques avant la précision remarquable d'un ouragan, souvent supérieure des technologies humaines utilisées pour prédire certains phénomènes météorologiques. Au fil des dizaines de milliers d'années, des gardiens de savoir, les conteurs des communautés ont appris par l'observation attentive et répétée dans des cycles à transmettre ces connaissances et à partager collectivement. Depuis au moins un siècle, les méthodes des processus et les découvertes issues de la science occidentale sont devenues la seule voie faisant l'autorité. Cette voie hégémonique dans l'étude des processus du monde naturel et du cosmos est perçue comme une éthique presque incontestable dans son objectivité intrinsique. Bien que certaines personnes puissent remettre en question l'existence de preuves suffisantes pour démontrer un phénomène particulier, l'idée même de l'objectivité scientifique est rarement contestée. Cette présomption peut mener à considérer que toute autre donnée, tout fait ou toute conclusion qui ne prouve pas la méthode scientifique occidentale est invalide ou dépourvue d'autorité. Ainsi, si une information ne prouve pas d'un expert accrédité, reconnu par ses pairs au sein de la communauté scientifique occidentale, elle est souvent perçue comme anecdote.
non vérifiés, non objectifs et par conséquent non légitimes. Ces recettes et les savoirs qui contiennent des autochtones et des histoires comme les Trois Sœurs ou la famille raciale, transmis par les peuples autochtones, sont souvent considérés par les scientifiques comme un relève uniquement du domaine de les sciences sociales. Le refus de le reconnaître ces recettes anciennes autochtones, ainsi que les savoirs écologiques traditionnels comme des sources valides de données scientifiques, constitue un aspect des logiques coloniales occidentales persistantes qui cherchent à effacer l'autonomie, perçue comme une menace au projet de colonisation, de peuplement et de son désir de s'approprier les terres. L'effacement des savoirs culturels prive les peuples de leur autorité, de leur expertise et leur dignité. De plus, nous empêche dangereusement de reconnaître d'autres façons de penser, de connaître et comprendre comment le savoir est produit, transmis et légitimé. L'histoire de la femme de le ciel et les Trois Sœurs enseigne les origines du peuple. Comment la Terre est venue de l'existence, comment les continents se formaient et comment les sources de nourriture sont apparues. Elle évoque aussi une manière suggestive de compréhension ancienne, transformation écologique et profonde. Par exemple, avant certaines périodes d'évolution, des plantes étaient moins diversifiées et ne produisent pas des fruits comestibles. Ce qu'il importe surtout de comprendre, c'est que la Terre n'était pas présentée comme un système déjà complet ou prêt à l'emploi. Le récit reflète plutôt une vision dynamique et évolutive du monde. C'est également une histoire de survie. Elle transmet des savoirs essentiels à la survie, y compris des connaissances qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de scientifiques. Il ne s'agit pas d'un savoir destiné à la marchandisation ou profit, mais d'un savoir au service de la communauté. Un récit rappelle aussi des sacrifices nécessaires à la survie, comme celui de l'œuf à musquer. Les Trois Sœurs viennent sur la terre et sont transformées en dons offerts à ceux qui ont coucou, le femme du ciel, et choisissent en prendre soin d'elle. Ce précis est fondement de ce qu'on appelle les paroles d'ouverture ou l'adresse de remerciement, une économie de dons. Il s'agit d'un récit qui met de l'avant la coopération plutôt que la compétition. Il montre comment les relations se construisent par la confiance et le respect et l'échange. Ces récits nous renseignent sur la migration des peuples, des animaux, des plantes à travers des hémisphères occidentaux et constituent à la fois un corpus de savoir et de l'ensemble d'observations du monde. Ils contextualisent des cultures autochtones qu'ils considèrent comme des récits pédagogiques fondamentaux. On peut également les lire comme des documents anthropologiques. Il offre aussi un aperçu des relations diplomatiques entre nations, ainsi que leur évolution dans le temps. Le Conseil des animaux, par exemple, dans l'histoire de la femme de le ciel, illustre une conception des relations internationales fondée sur l'inclusion. La condition des animaux n'est pas séparée de celle des humains. Ils doivent au contraire avoir une voix dans les décisions qui affectent la Terre. Le savoir autochtone est souvent relation et démocratique. Il est accessible, transmis oralement par une expérience vécue. Il ne requiert pas de formation académique préalable, mais repose plutôt sur une relation continue avec la Terre et ses cycles. Ce savoir est fondé sur l'observation des relations entre les plantes, les animaux, les éléments naturels et humains. Les Trois Sœurs incarnent cette coopération. Chaque plante joue un rôle essentiel dans la survie des autres. Ce modèle conçu un guide pour repenser pour nos propres pratiques et adopter une relation des plus responsables envers la Terre. Juste un moment, et j'ai eu un lapin d'œil. Ces récits invitent à recentrer nos attentions sur la Terre plutôt que sur simplement la consommation des ressources. La Terre n'est pas l'objet à exploiter, mais un partenaire avec lequel coexister, des relations importantes. La manière dont nous prenons soin de la Terre, cultivons et récoltons des ressources est fondamentale.
Ces récits nous encourageant à reconnaître des formes de coopération déjà présentes dans le vivant, notamment entre les plantes elles-mêmes. Donc, quand on pense des histoires et on pense des histoires et comment on peut prendre de l'information et comment on peut regarder les sciences. C'est très important qu'on sait déjà que l'information des histoires autochtones ont de l'information qui était vraie, des faits. Mais aussi, les sciences occidentales, des fois, on en fait des fautes. Donc, c'est pas comme c'est meilleur que l'autre. C'est seulement que il faudrait qu'on pense out of the box, beyond notre vue que on était enseigné et les apprentissages de nos institutions ici, dans l'Ouest, parce que c'est un point de vue de la monde qui est très, très différent que des autres. Et si on exclut les autres, si on n'est pas inclusif à les autres pensées, des autres connaissances, on manque beaucoup, beaucoup. Parce que on sait que les Autochtones sont plus en connaissance des solutions et des méthodes de mitigation de climate change que nous autres. Parce qu'il a des connaissances profondes qu'on ne comprend pas des fois ou on veut effacer. Donc, je dois arrêter ici. Merci beaucoup, Diana. Et maintenant, Simon Bérubé, mesdames et messieurs. Alors oui, bonjour. Je vais faire une présentation aujourd'hui sur l'éco-anxiété, mais plus spécialement sur le terme plus général des éco-émotions. Pour me passer le spectre si je ne me trompe pas, si le cours paix 365 est encore monté comme un peu ce que j'ai vécu à mon époque, il y a trois valeurs de la paix avec soi-même, la paix avec les autres et la paix avec la nature. Et on va aborder la question des éco-anxiété à travers ce spectre-là. Alors, je commence par me présenter. Yvan m'a présenté un petit peu, mais oui, effectivement, je suis un ancien de Dawson. J'ai fait mon parcours en sciences humaines générales ici, dans ce même établissement, et j'ai fait le cours avec Yvan il y a 8 ans. Oui, 8 ans, je pense déjà. Puis le temps passe vite, effectivement. Par la suite, je suis allé étudier en droit, en fait, à l'Université de Montréal. J'ai fait un parcours au complet, j'ai gradué, et éventuellement, j'essaie de rentrer pour faire le barreau, pour devenir avocat. Puis j'ai réalisé à mi-chemin que j'avais pas envie d'être avocat finalement. Donc, j'ai changé d'opinion et j'ai changé de voie complètement. Donc, je suis allé étudier à Sherbrooke cette fois-ci, en environnement, qui est devenu le centre de mon domaine d'expertise, en fait, qui est d'une raison pourquoi je viens présenter quelque chose, une présentation aujourd'hui sur l'éco-anxiété. Et à travers tout ça, vous allez comprendre, il y a une pertinence de cette information plus tard. Je suis musicien, je suis troubadour, en fait, dans un restaurant médiéval à Montréal, et je joue de la musique pour le plaisir, même si comme profession d'étudiant. Et c'est un peu ma manière de gérer mon éco-anxiété, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, on va commencer avec un terme général pour qu'on se mette tous sur la base. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce sujet-là, c'est pas quelque chose que vous vivez. L'éco-anxiété, en fait, c'est tout ce qui est les émotions et les ressentis physiques qu'on va avoir en lien avec la crise climatique. Donc, d'un point de vue psychologique, ça peut être la détresse, la dépression, toutes sortes de tout ce qui est au niveau intellectuel et psychologique, mais ça peut amener aussi des effets physiques. Donc, toutes ces questions-là qu'on se pose par rapport à l'environnement, par rapport à l'incertitude climatique, eh bien, ça nous amène à avoir des sensations par exemple, de insomnie, des troubles de sommeil et tout ça. On peut avoir des crises de panique et tout ça. Donc, c'est un spectre très large d'émotions, qu'elles soient physiques ou psychologiques, qui découlent de tout ça. Maintenant qu'on s'est entendu sur une définition de c'est quoi l'éco-anxiété, moi aujourd'hui, je suis pas venu pour vous parler de la théorie derrière tout ça, je suis venu pour vous parler de comment on gère ça. La réponse. Ben, pas juste une manière, évidemment, on gère tout ça de manière individuelle, à notre manière, mais en tant que tel, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un cadre dans lequel on peut réfléchir pour analyser nos émotions et comment on gère nos émotions en lien avec la crise climatique aujourd'hui.
Alors, c'est ce qu'on appelle l'analogie du canot. C'est une analogie, en fait, c'est un schéma qui a été créé par le collectif Écomotion et je leur emprunte pour vous expliquer tout ça parce que c'est une façon très pertinente et très simple d'expliquer comment on peut réagir à cette crise-là de manière assez vulgarisée. Alors, imaginez que la crise climatique, c'est une rivière qui coule dans le sens de la flèche. Il y a plusieurs manières de réagir face à cette crise climatique-là. Ça nous fait susciter des émotions. Ça peut nous amener à des émotions négatives, des émotions positives, de toutes sortes de manières. La première manière de réagir face à cette situation-là, c'est de surmobiliser son énergie. Ce que je veux dire par ça, en fait, c'est que face aux émotions qu'on vit, qui peuvent être la détresse, tout ça, c'est qu'on se dit, de manière ponctuelle, on donne énormément d'énergie pour essayer de régler le problème, si je peux mettre des guillemets là-dessus, d'avoir des initiatives en lien avec la crise climatique, d'essayer par exemple de faire de la mobilisation et tout ça, mais c'est de manière très intense et très sporadique, donc ce qui veut dire dans un court terme. Ce qui fait que sur le coup, ça peut nous amener une certaine baisse d'anxiété face à la crise climatique. Par contre, cette baisse d'anxiété-là ne va pas durer longtemps, parce que souvent, de donner énormément d'énergie mène à un épuisement personnel qui est beaucoup plus rapide, ce qui fait que pendant ce temps-là où est-ce que l'anxiété va baisser, eh bien, on va essayer de se récupérer, mais l'anxiété va reprendre le dessus, il va remonter, et éventuellement, ça va se venir à faire une ascension sans fin d'anxiété, et ça peut empirer notre cas, ce qui peut nous mener jusqu'à faire un burn-out. Ça, c'est une des premières manières de voir le genre d'émotion qu'on peut vivre. Deuxième chose, l'immobilisation de l'énergie. De l'autre côté du spectre, on reprend encore l'image de la rivière qui coule. Cette fois-ci, le fait de ne pas avoir d'outils ni de support face à la situation, puis on se retrouve face à nos émotions, mais on ne sait pas comment agir avec ces émotions-là, bien, ça peut amener à de l'immobilisation. On se retrouve littéralement paralysé par la situation et on se laisse aller par le courant et on se nous amène avec le sentiment, on a l'impression de tomber d'une chute, littéralement, parce que la crise climatique semble être une chute libre. On regarde ces deux cas-là, ça a l'air désespérant, je suis d'accord, mais au centre de tout ça, il y a le canot. De là, l'analogie du canot, en fait, c'est la gestion optimale de l'énergie. Comment je peux vous expliquer ça, en fait, c'est que, disons qu'avec les outils avec les bons outils et les bonnes ressources, le bon soutien, on est capable d'apprendre à faire face à nos émotions et faire face à la crise climatique. Ça se fait pas d'un coup, ça se fait sur une plus longue période, dans le sens qu'on prend le temps d'apprendre à faire face à cette situation-là, à notre rythme, à notre vitesse, selon nos limites. Et de cette manière-là, ça nous apprend à devenir beaucoup plus résilients face aux émotions que la crise climatique peut nous amener. Et ça nous amène à développer un pouvoir d'agir qui est nôtre, qui est individuel. Donc ça, c'est le schéma. Mais là, comment est-ce que, en tant que tel, ça se manifeste? Comment, oui, c'est bien beau de dire, il faut développer des outils, il faut optimiser notre énergie de manière efficace, mais comment est-ce qu'on le fait? Plusieurs manières de faire, on a chacun nos méthodes, j'imagine, mais je peux vous donner quelques pistes en passant à travers les 3 volets de la paix. Alors, on va commencer avec la paix avec soi-même. On commence par la base. Les émotions qu'on vit face à la crise climatique, commencer par les comprendre, c'est le point de départ pour être capable de savoir comment interagir avec ces émotions-là, puis savoir quoi faire pour mobiliser notre énergie de manière efficace. Donc, prendre le temps de s'asseoir avec soi-même et se demander c'est quoi l'émotion qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent et pourquoi est-ce qu'on vit ça? Est-ce que c'est parce qu'on veut aller de l'avant avec des convictions environnementales ou est-ce que c'est parce qu'on se sent désespéré et on a besoin d'une pause? Dans tous les cas, comprendre l'émotion, c'est le point de départ. Par la suite, c'est bien beau de se dire je veux agir, mais il faut aussi savoir c'est quoi, comment relaxer à travers ça. Avoir une idée parce que oui, dans le cours de paix, on fait par exemple de la méditation, on nous incite à faire un journal et tout ça. C'est toutes des méthodes qui nous apprennent à relaxer, mais la relaxation et le fait de prendre une pause, c'est dans le quotidien. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Ça peut être décider de regarder une série, de lire un livre, parler avec un ami. Tout ça, toutes des choses qui nous permettent de prendre une pause face à nos émotions et de s'arrêter. Moi, dans mon cas, c'était la musique. C'est pour ça que je travaille à l'auberge à ce jour pour faire une pause de mes convictions environnementales pendant ce petit moment-là, ce petit 6 heures-là, une fois par semaine. Je me dis, c'est une pause, j'arrête de penser à ça. Par la suite, c'est là qu'on peut commencer à se poser une question, c'est quoi les actions qu'on veut faire? C'est quoi les actions qu'on veut poser? Ça peut être des actions très sporadiques, très intenses, mais ça peut aussi être des actions à long terme. Et pour voir des actions à long terme qui vont permettre d'avoir un résultat, eh bien, il faut commencer petit. Je dis il faut. On
peut commencer de manière petite, avec des petites actions individuelles qui nous permettent de gagner confiance en nous-mêmes par rapport à notre pouvoir d'agir dans la question de l'environnement. Donc, ça pourrait être, cette année, je commence à composter. Bon, c'est une première action. Et juste ça, tranquillement, pas vite, on arrive à construire notre pouvoir d'agir en environnement. Et avec le temps, en gagnant confiance, on peut faire des gestes plus grands et éventuellement faire un bac en environnement, par exemple. C'est un exemple. Et finalement, à travers tout ça, trouver ses limites. Ces limites personnelles, on est tous différents de toutes nos limites à nous et prendre le temps de les comprendre et de les respecter surtout, c'est la clé pour savoir quand arrêter de donner de l'énergie dans quelque chose ou quand prendre une pause d'effort en tant que tel pour mieux revenir. Ça, c'est le point de vue paix avec soi-même. Le lien avec la paix avec les autres, dans ce cas-ci, est assez simple. C'est parce que faire tout ça tout seul, essayer de faire face à la crise climatique seul, c'est, ma foi, impossible d'une certaine manière parce qu'on est juste des individus, on peut pas... On peut changer le monde en tant qu'individu, mais sûrement, on va souvent avoir besoin des autres pour le faire. Et pour ce faire, si on a des convictions environnementales, quoi de mieux que de trouver un cercle avec qui partager ces valeurs. Du monde avec qui on s'entend, du monde avec qui on peut communiquer nos émotions et qui vont comprendre, qui vont prendre le temps de nous écouter à ce sujet-là. C'est une manière de, et oui, créer des liens avec les autres, d'entrer en paix avec eux, mais aussi d'entrer en paix avec soi-même avec l'aide des autres. Donc, les deux volets, paix avec soi-même, paix avec les autres, sont en interaction ici, évidemment. Et finalement, paix avec la nature, eh bien, c'est évident, en fait, on parle d'éco-anxiété, on parle de crise climatique, la nature est affectée directement à travers ce sujet-là. Par contre, quand on a des convictions très fortes en lien avec quelque chose, que ce soit l'environnement, que ce soit n'importe quoi, eh bien, souvent, ça peut nous arriver de perdre de vue pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on essaie de changer le monde pour que l'environnement aille mieux, pour que la nature soit plus en santé? Eh bien, des fois, on oublie que de retourner en nature, de retourner à la source d'eau, qu'est-ce qu'on veut protéger, c'est une des manières les plus efficaces de garder le cap sur nos convictions et sur nos objectifs. C'est pour ça que faire du ressourcement, aller prendre une marche, faire de la randonnée, faire du vélo, n'importe quoi, juste être dehors, regarder les arbres, prendre le temps de respirer de l'air frais, c'est toutes des choses qui nous permettent de reconnecter avec le fruit de notre conviction, en fait, les racines de notre conviction, je dirais. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'éco-anxiété. Merci pour votre écoute. C'est un plaisir de vous avoir raconté ça. Merci. Merci beaucoup, Simon. Et finalement, Julie Filiadron, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde, merci Iben, je suis vraiment contente d'être là. Est-ce que vous m'entendez? Donc, il y a un petit panier que j'ai fait à la main par lequel il y a de la nature, que vous devez prendre un petit morceau, passer en m'attendant. Il y a des cartes aussi, vous pouvez en prendre une avec un texte de nature, lisez-le pas tout de suite. Donc, j'invite à prendre un petit morceau de cette nature-là. Déjà, à commencer à le frotter dans vos doigts, de sentir. Un panel fait une nature très intéressant. Intéressant de se poser la question déjà, qu'est-ce que c'est la nature? On n'a pas toujours le temps de se poser vraiment cette question-là. On prend la nature quand même assez pour acquis. Déjà, si vous avez pris votre petit bout de nature, je vous invite à fermer les yeux. Vraiment quelques instants. Venez prendre une profonde inspiration de l'air qui nous est apporté grâce aux arbres. Qu'est-ce que c'est la nature quand vous fermez vos yeux? Quelle image monte? Quel symbole est là? Qu'est-ce qui vient en premier dans votre imaginaire intérieur de qu'est-ce que c'est la nature? Vous pouvez ouvrir les yeux. Souvent, la première chose qui nous vient, c'est un paysage, un endroit qu'on a déjà visité, qui nous a particulièrement touchés. On peut penser aux animaux, aux plantes, aux arbres, aux champignons, aux insectes. Tout ça, c'est la nature, évidemment. Si on passe un petit peu plus loin, on va se rappeler qu'il y a les éléments de la nature, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther. Si on pense encore un peu plus loin, on se rappelle que tout ça, c'est en cycle, que c'est cyclique, que la nature fonctionne comme ça. En écosystème, dans les écosystèmes, tout ça, c'est intégré.
Tous les êtres vivants, tous les éléments fonctionnent dans des systèmes vivants, dans des écosystèmes qui cohabitent ensemble les uns envers les autres. Par exemple, un lac, un jardin, notre corps aussi, c'est un écosystème. Un écosystème, c'est les éléments qui cohabitent ensemble de façon pacifique. En s'ajustant, en s'adaptant, en fonction de ce qui se passe, afin de maintenir l'équilibre et la paix de ces systèmes-là, qu'on va revenir là-dessus dans quelques minutes. Mais nous, les gens modernes, on a été conditionnés à croire que l'humain était séparé de la nature. Depuis les 4 derniers siècles à peu près, la vision mécanique du monde, entre autres apportée avec des cartes, où la nature est une machine, ça leur a vraiment pris le dessus. On a tous séparé dans des boîtes, même nous autres. On s'est comme enlevé la tête, on l'a vu sur un piédestal, puis on s'est dit qu'on allait mettre juste l'accent là-dessus. L'intellectuel, les connaissances, en parenthèse blanche, au détriment d'une évolution vraiment plus organique, vraiment plus biologique, vraiment plus écologique. On a même utilisé un vocabulaire mécanique. Au début, on disait, on dit encore, être au bout du rouleau, avoir besoin d'un tune-up, avoir la carrosserie rouillée. Puis tranquillement, ça s'est transformé. Maintenant, on est rendu avec un vocabulaire technologique. Je vais aller me recharger. Ma batterie est à plat. Ma mémoire vive est saturée. Juste pour dire quand on est à bout, épuisé ou malade. Ça m'en dit long quand même. La nature est devenue une ressource à dominer, à exploiter, puis nous, les humains, au-dessus de cette pyramide-là, surpuissants, le centre de l'univers. Mais pourtant, on le sait, là, la machine, c'est ça marche pas. On n'est pas ça, la nature, c'est pas une machine. La nature est pas mécanique, elle est pas linéaire, elle est holistique. Puis holistique, ça vient du mot holos. C'est un rond, c'est entier, c'est complet, c'est global. C'est le tout. Au travers des interrelations, des interconnexions, des interdépendances, c'est ça que nous enseigne l'écologie. C'est les principes du vivant. C'est comme ça qu'elle est la nature. La nature crée des écosystèmes vivants qui s'organisent, s'autorégulent et communiquent. Comme nous, comme nos villes, comme une forêt. Dans les années 70, l'idée de la Terre comme étant un être vivant, un écosystème vivant est apparue en même temps que l'idée de la permaculture, qui est une manière d'imiter de l'écologie naturelle pour créer des systèmes agricoles ou sociaux qui sont régénératifs. Gaïa, vous avez peut-être entendu déjà ce mot-là. Gaïa, cette idée-là de la Terre comme un être vivant, comme un système vivant, par James Lovelock. Dans le fond, c'était une version moderne de la Terre-Mère. La Terre-Mère, des peuples racines de la Terre qui l'ont toujours vu comme ça, qui l'ont toujours ressenti comme ça. Comme ça était bien, nous préparé, ma collègue. Puis nous, on est les enfants de la Terre avec tous les autres êtres vivants. Mais la nature, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça s'arrête aux frontières de la Terre? Qu'est-ce qui se passe entre la Terre, l'atmosphère, puis tout ce qui est autour? On a le Soleil. Le Soleil, on sait, ça aussi, c'est la nature. Souvent, ça fait partie de nos dessins d'enfants quand on dessine la nature. Notre Terre fait partie du système solaire. Ça, on est quand même à l'aise avec ça. Le système solaire, lui, fait partie de la galaxie, la Voie lactée. Puis avec nous autres, avec notre petit Soleil et notre petite planète, il y a 200 milliards d'étoiles puis 100 milliards de planètes qui cohabitent avec nous dans ce village-là de notre galaxie. Puis des galaxies comme ça, il y en a des milliards dans le cosmos. Mais c'est quoi le cosmos? C'est notre berceau, c'est notre origine. Nous sommes des enfants de la Terre et la Terre est une enfant du cosmos. Le cosmos, c'est comme un peu la semence écologique fondamentale de tout ce qui existe. On dit même que tout ce qui existe est fait de poussière d'étoiles. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est très poétique et c'est très vrai.
Donc, l'idée de la nature, ça ne peut pas s'arrêter à la Terre. C'est sûr que c'est plus grand que la Terre. J'ai inventé un mot pour décrire ça. J'étais sûre qu'il existait, mais non, ce mot-là n'existe pas. Un mot pour dire cette idée-là, que la nature, c'est plus grand que la Terre, puis ça l'englobe le cosmos au complet. C'est le mot éco-cosmique. Ce mot-là n'existe pas, officiellement. Autrement dit, la nature et son écologie cosmique n'ont pas de frontières et ne se limitent pas à la Terre, ce qui serait vraiment anthropocentrique. By the way, guys. Et là, dans les fondements incroyables de cette évolution, il y a une clé d'or qui nous relie à cette grandiose écologie cosmique, la sensibilité. Quand j'étais petite, la sensibilité, ça voulait dire avoir tendance à avoir beaucoup d'émotions. Dernièrement, plus récemment, c'est devenu aussi relié à nos sens, la sensibilité sensorielle de nos sens. Puis être hypersensible, ça voulait dire avoir de la misère avec nos sens puis nos émotions. Un peu plus récemment, on a commencé à parler de la sensibilité écologique comme étant une capacité à être sensible envers le vivant, envers la nature. Mais la véritable signification de la sensibilité est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profonde que ça, beaucoup plus fondamentale. La sensibilité, c'est la capacité à s'ajuster puis à s'adapter en fonction de ce qui se passe, en fonction des modifications de notre environnement. S'ajuster et s'adapter en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nous, dans le monde, avec les autres, avec toutes les espèces, avec le monde. J'ai passé énormément de temps à faire des recherches sur la sensibilité. C'est devenu ma grande quête de vie depuis plusieurs décennies, afin de comprendre vraiment ce monde-là dans lequel on vit, puis qui nous compose en même temps. J'ai regardé du côté de l'écologie, biologie, psychologie, philosophie, neurosciences, sagesse ancestrale et même la physique quantique. J'ai compris quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Ce que j'appelle la sensibilité profonde, selon moi, c'est une caractéristique fondamentale de la nature, une caractéristique fondamentale du cosmos. La sensibilité, c'est la capacité à s'ajuster puis à s'adapter. C'est ça qui permet la rencontre. Parce que si on ne s'ajuste pas puis on ne s'adapte pas, on passe tout droit. On ne peut pas aller à la rencontre de rien. Cette capacité-là à s'ajuster puis à s'adapter permet la rencontre, mais la réaction et la relation. Sans sensibilité, pas d'ajustement, pas d'adaptation, pas de rencontre. Pas de réaction, pas de relation, pas de système, pas d'écosystème. Parce que pour que quelque chose se rencontre et se mette à fonctionner, on a besoin de la sensibilité qui permet cette rencontre-là. L'écologie cosmique nous indique que tout ce qui s'est passé depuis le Big Bang a découlé de relations infiniment sensibles entre les éléments qui étaient présents, qui se sont ajustés, adaptés, ensemble, de toutes sortes de manières plus ou moins compliquées. La physique quantique, cette science-là de l'infiniment petit, bien mystérieuse, nous révèle aussi que le monde, comme on le connaît, existe grâce à quoi? Grâce à la sensibilité cétalesque des particules qui composent le monde. Elle nous dit que dans l'infiniment petit, les particules ne sont que des potentiels infinis, partout et nulle part à la fois, jusqu'à ce qu'on les observe. Elles sont capables de changer d'état et d'apparaître en quelque part sous l'effet de l'observation ou de la conscience. Des prix Nobel de physique ont dit que la réalité du monde n'existait pas sans cette conscience-là qui crée l'univers. Que cette conscience que nous partageons et expérimentons en ce moment ensemble est partout. On a de la parenté dans le monde des étoiles, au fond des mers, avec les algues, dans les réseaux fongiques des champignons, avec les arbres et les animaux, partout, on a cette parenté-là. Nous sommes cette nature écocosmique profonde, puissante,
consciente et sensible qui travaille de manière holistique, en interrelation, en interconnexion, interdépendance perpétuelle. Azovov Sobilo. Ce qui signifie que nous sommes l'univers qui s'observe lui-même. Nous sommes aussi l'univers rempli de rêves et de potentiel qui se guérit lui-même. Voilà pour moi les grandes clés pour la paix. La première, développer la pleine conscience. La pleine conscience du miracle de la nature et de son écologie cosmique qui vibre en nous et nous relie ensemble avec les autres, avec le monde, avec la Terre, avec les étoiles. Tout ça en interrelation, en interdépendance magique, en accueillant à bras ouverts la biodiversité, qu'elle soit humaine, sociale, écologique. On en a besoin pour continuer en tant qu'espèce sur la Terre. La deuxième chose, c'est la sensibilité. On doit développer la sensibilité profonde qui nous permet de s'ajuster, de s'adapter à ce qui se passe pour vrai en ce moment, en fonction des valeurs et des principes qui soutiennent la vie et qui soutiennent le vivant pour tous. Et bien, pour terminer dans cette histoire-là, comme dans tous les écosystèmes sensibles, on a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer pour cet équilibre-là et pour la paix. Quel sera le vôtre? Préparez vos questions. Bon, il nous reste une vingtaine de minutes. Julie, est-ce qu'on va faire le truc avec les tambours à la fin? OK, c'est pour le tambour. OK. Alors, est-ce qu'on a une question pour Diana? Qui aurait une question pour Diana? L'économie des dons, c'est un concept qu'on se trouve dans plusieurs nations autochtones d'ici. Et le concept, c'est que vous prenez pas plus que vous l'uniez et que on consomme pas juste pour la consommation. C'est un système où on se partage, où on prend ce qu'on veut, mais pas ce qu'on veut de plus qu'on that we need, qu'on besoin, qu'on besoin. C'est une économie qui respecte le concept de besoin, mais pas de plus des besoins. Et qu'on a une obligation à nos voisins et à les autres nations de partager qu'est-ce qu'on a aussi, non pour survivre, mais aussi pour les relations bonnes entre nous autres, les relations entre les autres nations, et non seulement les relations les personnes, les humains, mais aussi les relations avec des animaux, avec des plantes, avec les arbres, parce qu'ils voient le système complètement intégré, les relations et les relations entre nous autres et la monde naturel, c'est très important et c'est comme une équité, like it's as important as, c'est pas plus important, nous sommes presque plus importants. Les animaux sont de the same level of importance que nous autres. Les plantes aussi. Donc, quand on pense qu'à une économie de dos, c'est aussi que la terrain, c'est nécessaire d'avoir un terrain sain. C'est nécessaire d'avoir des insectes. C'est nécessaire d'avoir de biodiversité. Donc, on ne fait pas des décisions qui vont affecter ou un impact négatif qui est complètement basé sur les besoins de nous autres. C'est aussi basé sur les besoins des arbres, des plantes, des animaux, des insectes. Like it's as important as. C'est pas plus important. Nous sommes pas plus importants. Les animaux sont de the same level of importance que nous autres. Les plantes aussi. Donc, quand on pense qu'à une économie dedans, c'est aussi que la terrain, c'est nécessaire d'avoir un terrain sain. C'est nécessaire d'avoir des insectes. C'est nécessaire d'avoir de biodiversité. Donc, on ne fait pas des décisions qui vont affecter
ou un impact négatif qui est complètement basé sur les besoins de nos autres. C'est aussi basé sur les besoins des arbres, des plantes, des animaux, des insectes. Donc, c'est une économie qui est vraiment comme grand et pense aux les relations entre tout le monde, plus grand sens de ça, de tout le monde, et non aux personnes individuelles qui veulent achever du succès avec l'argent ou les chansons. Merci, Diana. Est-ce qu'on a une question pour Simon? Oui, Basma. Si je comprends bien, la question, c'est comment dire, c'est comment, dans le contexte des études universitaires, par contre, on garde cette connexion-là avec la nature, même si on ne va pas faire un bac en environnement, par exemple. Parce que oui, effectivement, il y a d'autres domaines, il y a beaucoup d'autres domaines d'études qui n'ont peut-être pas le même niveau ils n'accordent pas la même importance peut-être à l'environnement. Et de mon expérience, ce que la raison pour laquelle j'ai quitté le droit, en fait, c'est la profession qui ne m'intéressait pas, en fait. Le droit lui-même demeure très intéressant comme sujet. Et le droit d'environnement était une branche, faisait partie de ce domaine-là que je trouvais absolument fascinante. Donc, en tant que tel, il y a un volet environnemental en droit, évidemment, qui m'intéressait initialement. Mais j'ai décidé de ne pas m'orienter vers ça parce que c'est juste le domaine d'emploi qui ne m'intéressait pas. Puis, je suis allé étudier en environnement par la suite parce que ça me semblait logique. C'est pour ce qui est des autres domaines, à travers mes études, j'ai réalisé qu'il y a toujours moyen d'intégrer l'écologisation, en fait, dans son domaine. Peu importe que ce soit un domaine d'études ou un domaine professionnel, en fait, où est-ce qu'on est rendu, l'écologisation est partout. Il y a toujours moyen de se poser la question, c'est quoi les enjeux environnementaux qui découlent de ma profession, de mon domaine, et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour que l'effet que, par exemple, mon métier d'ingénieur, mon métier d'infirmier, de médecin, dans le domaine de la santé, par exemple, a sur l'environnement. Donc, on peut se dire, comment est-ce qu'on change les choses? Comment est-ce qu'on passe de faire beaucoup de matières résiduelles, par exemple, dans un hôpital, à beaucoup moins, comment on fait moins de gaspillage alimentaire. Ça peut être des subtilités comme ça peut être des enjeux beaucoup plus macro au sein de l'organisation même d'une profession. Mais il y a toujours moyen d'intégrer l'écologisation dans son domaine, même si on ne va pas étudier en environnement en tant que tel. Je pense que c'est un intérêt à avoir et peut-être même aujourd'hui un devoir en tant que professionnel de se poser la question au minimum. Voilà. Merci, Simon. Merci, Basma. Vous avez une question pour Julie? Moi, je vais choisir. Les personnes. Maïssa, est-ce que tu as une question pour Julie? C'est profond quand même. Oui, en effet. Ou si quelqu'un d'autre en a une question de prête, vous voulez choisir? Anaïs? J'avais beaucoup parlé de pour la personnologie, c'est-à-dire très intéressant. Et je me demandais, est-ce que quand tu pas c'était un peu je sais que déjà qu'il communiste ça pas intéressé. Le bol ça terrain tout par des corps. Il vient en nature, les musulmans connaissent capable de pas le chercher avec ça tada. Moi, je trouve ça très rassurant quand je pense au cosmos, en fait, parce que plus on étudie l'écologie, puis l'écologie profonde, on se rend compte, en fait, que la nature est remplie de liens, c'est pas désorganisé, c'est intelligent, c'est sensible, ça se tient, en fait. Puis moi, je trouve beaucoup de réconfort à jouer un rôle, en fait. Je trouve que ce qui est le plus difficile, ce qui moi, pourrait m'apporter de l'angoisse, ça serait de pas trouver mon rôle, de pas savoir qu'est-ce que je peux faire pour m'incorporer là-dedans. Mais la tendance naturelle de la nature, c'est de s'organiser, de communiquer, de se régénérer. Ça, on sait, l'écologie nous montre ça, en fait. Puis on l'a à l'intérieur de nous, on est la nature, on est interreliés à ça. Fait que ça, moi, pour moi, c'est vraiment, c'est là où je retrouve du réconfort de me dire, ben, en fait, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une grande réorganisation. Puis c'est sûr que la régénération est plus forte que tout parce que tout dans la nature nous le montre. Dès qu'il y a un espace de vide sur la Terre, il y a des choses qui poussent. La vie veut toujours prendre sa place. Donc, je sais pas si ça répond un peu, mais
Moi, je trouve qu'on peut faire confiance à l'écologie, on peut faire confiance aux liens qui nous relient avec les écosystèmes, avec les systèmes vivants. Puis ben, on a un rôle à jouer dans comment on va vouloir que ces systèmes-là, comme nos villes, nos sociétés, vont évoluer, en fait. C'est pour ça que ça terminait ma présentation avec quel rôle allez-vous jouer? Comment voulez-vous habiter votre propre sensibilité? Parce qu'on n'a jamais fini de devenir sensible, on n'a jamais fini de devenir conscient non plus. Je parlais de pleine conscience, de sensibilité profonde. C'est un chemin qui s'arrête jamais. Mais plus on avance sur ce chemin-là, plus on prend le temps de rencontrer la nature, de connecter avec la nature, d'ouvrir notre pleine conscience, d'ouvrir notre sensibilité, d'ouvrir nos yeux pour voir au-delà des yeux, pour entendre au-delà des oreilles. Tout est là, en fait. Puis ce chemin-là, il est très gratifiant. C'est vraiment... Plus on se relie à la nature, plus on se relie à soi, plus on se relie aux autres, parce que c'est interrelié. Mais quand on se relie aux autres, puis on se relie à la nature, qu'on se relie à soi, ben, on est plus fort. Comme un écosystème dans la nature, on est vraiment plus fort ensemble. Le tout est plus grand que la somme des parties. Très belle réponse, merci. Moi, je sais que quand je suis en angoisse, je vous regarde une fleur ou un insecte ou n'importe quoi, la beauté, la créativité, les couleurs. Ça me dit, je fais partie de ça et je devrais pas être aussi inquiet. Les écrans me rendent inquiet, mais quand je regarde la nature, je me sens confortable. Ça enlève mon anxiété. Merci, Julie. Je pense que c'est une très bonne question pour les trois panélistes. Diana, comment est-ce que tu fais face à la peur, l'anxiété de ce qui se passe dans notre monde au niveau de l'environnement? Premièrement, je suis mère, donc à moi, je regarde mes enfants parce que des fois, on oublie que l'intelligence des enfants, c'est vraiment plutôt, c'est plus que des adultes des fois parce qu'ils voient les choses qu'on ne peut pas voir. Donc, si si on est constamment pensé de nous autres et seulement nous autres, c'est vraiment facile d'oublier que l'univers n'est pas ici pour nous autres et que ça va dévoiler sur nous autres aussi. And there's a weird comfort in that for me. Je sais que c'est bizarre, peut-être, mais pour moi, it gives me a bit of weird comfort. Je renchérir sur les deux, en fait, deux des points que, en fait, vos réponses ont rassemblé un peu ma réponse en tant que telle. Je pense que c'est cette semaine, j'écoutais, vous allez voir, il y a un lien, j'écoutais le film Oppenheimer. Puis, c'est pas c'est pas la bombe qui me fait penser à ça. C'est vraiment le fait, puisqu'au début du film, on parle de physique quantique. Tu abordais la physique quantique tout à l'heure, justement. Tu parlais du cosmos et tout ça. Et la manière de t'expliquer, je trouve que c'était bien vulgarisé d'une certaine manière, parce qu'on est tous du vide, d'une certaine manière. Parce qu'on est de la matière, mais la majorité de qui on est, c'est du vide. Et tout ce qui est autour de nous, en partie, c'est vide. Et on fait tout un peu partie de ces mêmes interactions-là avec les mêmes composantes, que ce soit des degrés différents. Ce qui fait que, en tant que tel, quand on y pense, on fait pas. Littéralement, on est du vide dans du vide. Et pour enchérir sur ce que Diana disait, hum, éventuellement, quand nous, on sera plus là, il va y avoir autre chose. Puis, moi, j'ai trouvé ça, de penser à tout ça, de penser à la question de on est tout vide et qu'après nous, ben, il va y avoir encore quelque chose. Ce sera, on ne sait pas c'est quoi, mais il va y avoir quelque chose. Et c'est de me dire, c'est motivant parce que je me dis, ben, j'aimerais ça que nous, on le voit, ce après-là, ce après la crise. C'est pour ça que je suis motivé, moi, personnellement, à agir pour l'environnement. C'est que je me dis, ben, on peut essayer de se rendre le plus loin qu'on peut de manière en accord avec le cosmos, en accord avec la nature et tout ça. Et c'est pour ça que moi, je suis motivé à agir pour l'environnement parce que justement, je me dis, ben, tant qu'à être, essayons de se rendre le plus loin qu'on peut en tant qu'humanité. Parce qu'éventuellement, on ne sera plus là. Voilà. Alors, il y a ça aussi, l'idée de ne pas être attaché à ce qui va arriver, mais de faire notre possible. Ce qui arrivera, arrivera, mais on peut prendre foi en faisant notre possible. Dire, moi, j'ai fait trop possible. Exactement, c'est ça. C'est plus me dire, moi j'ai fait ce que j'ai pu pour me dire, pour me rendre le plus loin possible, effectivement. Merci, Simon. Nos questions pour nos trois panélistes. Qui vais-je choisir? Owen, une question pour nos trois panélistes? Vous avez parlé un peu de l'humain, pensant à la nature du capitalisme, puis un peu de après, qu'est-ce qui va arriver.
en ce moment, est-ce que vous pensez, avec tout ce qui se passe dans les gouvernements autour du monde, toutes les révoltes, est-ce que vous pensez qu'il y a un futur un peu plus bon pour l'humain avec la nature parce que l'humain est en train de combattre des gouvernements qui prennent pas soin de cette nature-là? Moi, je pense qu'on a toute la place pour avoir confiance, même si ça a quelque chose de terrifiant en ce moment. Moi, je pense que ça émerge à tellement d'endroits, dans tellement de sociétés, dans tellement de pays, dans tellement de villes, d'écoles. Il y a tellement de jeunes, d'adultes qui sentent là, je vais faire quelque chose, je vais en parler, je décide de faire différemment, d'étudier la nature, d'être de connecter. Je pense qu'on peut pas sous-estimer ça. On peut pas sous-estimer le pouvoir qu'on a chacun pour soi dans nos vies, de laisser cette flamme-là qui est en train d'émerger. C'est comme l'énergie du printemps qui nous pousse en fait à vouloir se régénérer. Puis tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, je le vois vraiment comme une grosse transformation. C'est sûr que il va y avoir pendant cette transformation-là, et ça va faire mal, il va y avoir des pertes, il va y avoir des choses qui vont se passer c'est dramatique quand on le regarde de près, mais je pense que si on se recule un peu, comme je disais tantôt, on peut faire vraiment confiance que le pouvoir de la régénération de la nature est vraiment plus grand. C'est plus grand que nous, mais c'est en nous parce qu'on est la nature aussi. Moi, je pense que ça tiendra pas la route. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais j'ai vraiment confiance que l'humanité est capable parce que plus on va être touché, là, nous ici, on n'est pas encore extrêmement touchés par les changements climatiques. On a bien du luxe aussi, puis du confort pour s'adapter. Il fait plus chaud, il fait plus frais, puis il a mouillé toute la semaine. On voit pas vraiment les conséquences de tout ça. Mais il y a plein d'endroits dans le monde en ce moment qui travaillent tellement fort pour apprendre la permaculture, pour comprendre c'est quoi l'écologie, pour se rassembler, pour changer les écoles, changer les programmes, changer les façons de faire. Moi, ça me donne confiance. C'est pour ça que je pense que, on a un rôle à jouer. Même s'il est petit, on a un rôle à jouer, même si c'est d'en parler à quelqu'un, de qu'est-ce que vous avez peut-être pu ressentir aujourd'hui, d'en parler, d'écrire là-dessus, de réfléchir là-dessus. Peut-être vous allez faire un choix différent tantôt, demain, la semaine prochaine, en pensant peut-être un petit peu plus à comment on peut avoir un impact sur la nature. Je pense que c'était important de penser que je pense qu'on va arriver à un point où on n'a pas de choix. Honnêtement, parce que maintenant, tout ce qui se passe a déjà des implications comme réelles qui va arriver n'importe quoi. Comme demain, chaque gouvernement du monde pourrait dire, oh ouais, je suis, I'm on board. On va faire ce qu'on peut maintenant pour achever un net zero et arrêter les crises climatiques. Par contre, even if we did that, tout ce qu'on fait maintenant, it's going to happen anyways parce qu'on est trop, we passed the line where there's no consequences, right? Donc, je ne sais pas si on va changer le système d'économie, le système d'agricole, puis tout ça, parce que on a dépensé bien ou je pense que ça arriverait par la nécessité. Je pense que ça va être assez une réalité mauvaise pour assez de gens dans le monde qu'on n'a pas de choix de changer. Et vraiment, le chose qui est le plus constante du monde ou de l'univers, c'est le changement. Il y a aucun système de gouvernement, aucun système d'économie et aucun système qui ne change pas. Donc, si c'est... Je ne pense pas que ça arriverait maintenant et je ne pense pas que ça arriverait dans la vie de mes enfants, mais je pense que on va arriver à un point dans l'histoire humaine qu'on n'a pas le choix de truc. Parce que si on pense que seulement comme le pandémie, hein, c'est le premier. Et si des scientifiques nous disent que, hey, like, get ready. Parce que
on va avoir plus en plus avec la crise climatique, avec la destruction des forêts et tout ça. Donc, je pense que oui, on va changer. Oui, ce sera un système différent qu'on a maintenant. Je ne sais pas c'est quoi. Je pense qu'on peut pas prévenir ça ou prévoir ça, mais je pense que c'est le will be necessity. On n'a pas une choix. There will come a point. On n'a aucun choix parce que ce sera pas une vie durable sans un grand changement. De mon côté, à travers mon parcours en environnement, j'ai été stagiaire en éducation qualitative à l'environnement, parce que je faisais des conférences, puis des ateliers en environnement. Puis c'était avec des groupes de secondaire 3, 4, 5 et cégep. Puis, à force de faire ces ateliers-là, j'ai réalisé que, en fait, ce groupe d'âge-là est déjà assez sensibilisé à ce sujet-là et démontre déjà un intérêt, puis une certaine, un degré de, pas de haine, mais de frustration par rapport à ce qui se passe. Donc, au niveau de la conscientisation, j'ai déjà espoir que les générations qui s'en viennent, qui présentent de notre groupe d'âge et après, sont déjà sensibilisées. Et je pense qu'il va y avoir une transition dans les prochaines années parce que c'est intrinsèquement générationnel, des mouvements de pensée. Il y a beaucoup de générations qui s'accrochent à leurs mouvements de pensée qui se sont développés quand il y avait notre âge, justement. Puis, qu'on pense au capitalisme des années 50 qui s'est développé à travers la génération des baby boomers et tout ça, qui existe encore, qui est encore présente, mais qui s'en vient, qui éventuellement va s'en aller. Puis ces idées-là vont changer avec l'avenue des nouvelles générations qui vont rentrer dans des postes plus, des postes gouvernementaux, par exemple, et tout ça. Et je pense qu'il va y avoir une transition à l'interne. Mais il faut se dire aussi que pour faire des gros changements, au de point de vue, au niveau de l'industrie et tout ça, c'est des gros acteurs qu'il faut bouger. Mais on se rappelle que la Révolution française et la Révolution américaine ont fonctionné. Puis peut-être que le jour où on va se rendre là sur les questions environnementales, on ne l'espère pas. Mais peut-être que c'est quelque chose qui va être nécessaire et on verra où est-ce que ça nous amène, tout ça. C'est ce que je pense. Merci énormément. Donc, on a déjà complété. Alors, on aimerait remercier nos panélistes, Diana Rice, Simon Bédoudet, Julie Filiaco.